Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 18 octobre 2012. À Infomag ce soir, l'avenue Lépine pourrait devenir un parc industriel. Opération cyclomoteur dans le secteur Buckingham. La sécurité expliquée aux aînés. Et la STO explique son rapibus aux citoyens de l'Est. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, c'est mardi que les conseillers municipaux de Gatineau ont discuté du schéma d'aménagement de la municipalité pour les 40 prochaines années. Le but d'exercice est de déterminer de quelle façon va se faire le développement de la ville. Rappelons que les citoyens ont été invités à participer aux consultations publiques qui ont mené à l'élaboration de la première version. On peut noter que le schéma prévoit que le développement de la ville va se faire principalement autour du rapibus, étant donné que Gatineau veut mettre de plus en plus d'emphase sur le transport en commun. Évidemment, le schéma prévoit également le développement du secteur Buckingham. Maxime Pedneau-Jobin. Autour du pont, disons, là, du côté est, on va développer beaucoup. Là, on veut vraiment augmenter la densité. Parce que, justement, c'est des gens qui sont proches du pôle d'emploi, qui peuvent consommer là, il y a des restaurants, etc. Donc, on vise ça. Il y a aussi un certain nombre de terrains au sud-ouest de Buckingham, donc le long de la rue Georges. Il y a comme une espèce de trou entre Buckingham et Masson, disons. Mais là, on aurait une possibilité de développer. Encore une fois, on a un enjeu d'infrastructure, mais quand ça va être réglé, on pourrait développer là. Ce qui fait que sur 50 ans, là, on a assez de terrain pour pratiquement doubler la population de Buckingham. Un des enjeux qu'on a à l'Est, c'est la demande. La demande n'est pas très grande pour des logements ici. Elle commence à augmenter depuis 5-6 ans, mais jusqu'à 2006, on avait perdu de la population là, dans les 10 années précédentes. Donc, on a pas mal de terrain, disons, pour se développer. Par ailleurs, pour tenter de combler sa pénurie de terrains industriels et commerciaux, la ville de Gatineau songerait à créer un nouveau parc industriel dans le secteur de l'avenue Lépine à Buckingham. On sait qu'actuellement, dans le secteur, de nombreux terrains sont zonés agricoles et que la ville va devoir entreprendre une bataille avec la protection du territoire agricole pour tenter de les faire dézoner. Même si le conseiller du secteur n'est pas chaud à l'idée de faire dézoner ces terres, il confirme que la ville va entreprendre des études de faisabilité. Bien, un des gros enjeux, c'est qu'on a besoin d'emplois à Buckingham. Une des qualités du quartier, c'est qu'on peut travailler, habiter, consommer, puis avoir des loisirs ici. Puis si on veut préserver ça, il faut que les nouveaux arrivants aient des endroits où travailler. Et on a à peu près plus de place dans nos parcs d'affaires. Ça fait qu'une des discussions qu'on a, qui n'est pas une discussion facile, c'est où est-ce qu'on peut agrandir notre parc d'affaires. Et un des endroits, c'est au sud de l'Épine. Mais au sud de l'Épine, c'est des bonnes terres agricoles. Donc, moi, le premier, je ne suis pas chaud à l'idée d'enlever des terres agricoles. Il faut voir, puis c'est ça qu'on va faire dans le schéma, on fait juste s'engager à faire des études de faisabilité. Y a-t-il d'autres terrains? Si c'est les seuls terrains, est-ce que la Commission de protection du territoire agricole accepterait ça? S'il l'accepte, c'est à quelles conditions? Y a-t-il des compensations qu'on peut faire au niveau des terres? Fait que ça, c'est un gros enjeu. Les citoyens de Gatineau sont invités à consulter le nouveau schéma d'aménagement qui est proposé en allant visiter le site web de la ville au www.gatineau.ca. Une autre consultation publique est prévue pour février prochain. On reste toujours dans le domaine de la politique municipale. Le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, a rencontré le nouveau ministre responsable de l'Outaouais hier dans le secteur Hall. M. Pedneau-Jobin qui en a profité pour parler de fiscalité municipale avec Stéphane Bergeron. Il a rappelé que les grandes villes, tout comme Gatineau, se dirigeaient tout droit vers un mur si Québec n'intervenait pas sur le plan du financement des infrastructures et sur le régime des retraites. Tout comme il l'a rappelé souvent sur nos ondes, Maxime Pedneau-Jobin a continué d'affirmer que les villes devraient recevoir une partie de la TPS.
Le chef d'Action Gatineau s'est dit satisfait au sortir de cette rencontre. Soulignons que les deux hommes se connaissent depuis maintenant 20 ans. La commission scolaire au Cœur des Vallées a réagi à un article publié dans le quotidien Le Droit de ce matin qui titre que la CSCV verserait 750 000 $ en surplus à son ancien directeur général, Pierre Daou. Dans un communiqué envoyé aux médias ce matin, le président Sylvain Léger soutient que le salaire de 50 000 $ supplémentaires versé à M. Daou comme directeur adjoint va cesser de lui être versé dès décembre 2012. Il est donc faux, selon le président, de prétendre qu'on dépensera 750 000 $ supplémentaires. Le service de police de Gatineau a tenu mercredi une opération policière dans le secteur Buckingham pour vérifier les cyclomoteurs. Soulignons que quelques semaines auparavant, les policiers avaient procédé à une opération de sensibilisation auprès des étudiants de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Un dépliant intitulé « Le cyclomoteur, la conduite sécuritaire » avait d'ailleurs été distribué aux étudiants qui possèdent un cyclomoteur. De plus, les étudiants savaient qu'une opération se tiendrait mercredi. Eh bien, malgré tout, sur les 19 véhicules interceptés et vérifiés par les policiers, 13 avertissements ont été remis aux conducteurs et 9 constats d'infraction ont été remis, notamment pour conduite avec des écouteurs, pour des silencieux non conformes et pour avoir conduit en faisant l'usage d'un cellulaire. Une autre opération est prévue pour le printemps prochain. Selon les données de la Société d'assurance automobile du Québec, les jeunes âgés entre 15 et 24 ans représentent le quart des décès survenus sur nos routes au cours des 5 dernières années. Et ce, malgré qu'ils ne possèdent que 10 % des permis de conduire. En 2011, en Outaouais seulement, 11 des 33 personnes décédées dans des accidents de la route étaient des jeunes de 15 à 25 ans. On parle de plus en plus d'ailleurs d'imposer un couvre-feu aux jeunes conducteurs. Par ailleurs, une étude scientifique tente de démontrer que le cerveau des jeunes de moins de 25 ans ne soit pas développé à son plein potentiel. Marc McGovern est consultant en sécurité routière. Vous savez, en 2012, l'accès à un véhicule au niveau des jeunes conducteurs est très, très facile maintenant. Et la différence qu'on a versus les autres années, c'est que les véhicules sont de plus en plus puissants et de moins en moins de lois encore de la conduite des jeunes conducteurs au Québec. On aurait tout à apprendre à se comparer avec l'Ontario, là où il y a eu imposition d'un couvre-feu, des restrictions pour des nouveaux conducteurs. Ici au Québec, malheureusement, les seules restrictions qu'un nouveau conducteur fait face, maximum 4 points, tolérance 0 pour l'alcool. Depuis longtemps, on en parle, que surtout chez les jeunes hommes conducteurs, le cerveau n'a pas encore atteint sa maturité avant l'âge de 25 ans. Ce qu'on appelle les lobes frontaux sont encore en pleine croissance, en plein développement. Et ces lobes frontaux-là, c'est eux qui font la différence entre distinguer un danger réel, potentiel et comment gérer le risque au volant d'un véhicule. Les matinées conférences organisées par le Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre continuent d'être très populaires. Mercredi, dans le secteur Buckingham, ils étaient une quarantaine à participer à la conférence présentée par la directrice du programme d'ergothérapie à l'Université d'Ottawa, Michelle Hébert. Les aînés ont eu l'occasion d'entendre Mme Hébert parler des risques qu'ils courent au quotidien. Je vous propose un extrait de la conférence de Mme Hébert. Les activités qu'on fait, est-ce qu'on les fait de façon sécuritaire? Et aussi à l'environnement. Est-ce que notre environnement est sécuritaire? Et c'est parfois dans l'environnement où on va oublier la présence de certains risques. Puis on va aborder ça un petit peu ce matin. Donc, quand on va parler de sécurité, on ne se limitera pas à la sécurité de notre corps, mais on va regarder la sécurité dans les activités puis la sécurité dans l'environnement. Et à la fin de la rencontre, si le seul message qui vous reste, c'est sentez-vous en sécurité et la façon de le faire. La prochaine conférence va avoir lieu mercredi, le 14 novembre prochain et va avoir pour thème la sécurité financière. Elle va être présentée en collaboration avec la Caisse populaire du Cœur des Vallées. C'est en 2013 que le Rapibus, cet ambitieux projet de la Société de transport de l'Outaouais, devrait voir le jour. Évidemment, pour plusieurs utilisateurs de l'Est de Gatineau, donc des secteurs Buckingham et Masson-Angers, plusieurs questions se posent.
La STO a d'ailleurs tenu une consultation publique dans le secteur Buckingham la semaine dernière. Eh bien, pour nous donner un peu de réponse à ces questions, j'ai rencontré Dominique Hébert de la Société de transport de l'Outaouais un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Dominique Leclerc, vous êtes conseillère en relations publiques pour la Société de transport de l'Outaouais. Évidemment, on parle beaucoup depuis 2009, en fait, au moment où on a commencé à le construire, de Rapibus. J'aimerais qu'on... Pouvez-vous d'abord nous dire à quel moment là, on s'attend à ce que ce soit complété? En fait, on prévoit que les travaux soient complétés à l'été 2013 pour une mise en service à l'automne 2013. Évidemment, on parle de près de 270 millions de dollars pour compléter le projet. Et on a appris récemment que la dernière station va être au coin de La Brosse. Éventuellement, on espère qu'on soit capable de se rendre un petit peu plus à l'est, du côté du boulevard Lorrain. Notre préoccupation, évidemment, ici dans l'est de la ville de Gatineau, le secteur Buckingham, Masson-Angers, comment ça va nous simplifier la vie, ce Rapibus-là? Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, le Rapibus, je dirais pour tout le monde, c'est la fiabilité qui va s'instaurer sur le réseau Rapibus, qui est un gain pour l'ensemble de la population, l'ensemble des usagers. Pour le secteur Buckingham, Masson-Angers, on parle aussi d'une desserte qui va être bonifiée. Donc, on va desservir un plus grand territoire. On parle aussi de façon plus spécifique là, pour la ligne 98 qui va être scindée en deux. Donc, pour les gens du côté est de la rivière, on parle d'un accès plus rapide, plus direct, en fait, je devrais dire plus direct, à la station La Brosse. Et pour du côté ouest, bien encore là, on parle d'un réseau qui va être bonifié, un trajet bonifié. Donc, on va être en mesure de desservir un plus grand nombre d'usagers. Donc, et c'est si j'ai bien compris ce qui va se passer, les lignes express qui existent actuellement vont disparaître complètement. Donc, les gens qui sont habitués de partir, d'embarquer à Buckingham, de se rendre directement à Ottawa, on va devoir arrêter à la station La Brosse pour prendre le Rapibus, qui va passer à quelle fréquence? Et c'est exactement comme vous dites, là, on parle d'un système de rabattement, donc une correspondance qui va être à effectuer à la station La Brosse, qui est la plus près. Et on parle sur le corridor Rapibus d'une fréquence aux 5 minutes en heure de pointe. Donc, pour se rendre, par exemple, en direction d'Ottawa, on parle d'une fréquence de 5 minutes au corridor Rapibus. Mais là, tous les gens qui sont de l'Est, donc les gens qui restent aussi dans le secteur Templeton, les gens de Buckingham, les gens de Masson, tout ce beau monde-là va se ramasser à la même station pour prendre le même autobus. Évidemment, j'imagine qu'on va avoir beaucoup d'autobus qui vont passer, des autobus articulés aussi? Effectivement, ce qui est prévu, c'est des autobus articulés pour le réseau Rapibus. Au départ, on n'aura pas que des autobus articulés, mais évidemment, plus ça va aller, plus on va être en mesure d'avoir de plus en plus d'autobus articulés. Mais effectivement, la première station du corridor Rapibus pour les gens de l'Est, c'est le point de correspondance, c'est la station La Brosse. Pour les gens de l'Est aussi, on parle beaucoup du fameux, de la tarification qui est augmentée là, dans notre secteur. Est-ce qu'éventuellement, on peut penser qu'on va payer le même tarif que les gens du reste de la ville de Gatineau? Tout à fait. Avec le Rapibus, c'est ce qui est prévu. Donc, on parle d'une tarification régulière. Donc, le même tarif quand on parle de tarifs réguliers. La STO qui consulte la population pour présenter le projet, on s'est présenté là, la semaine dernière, jeudi dernier, je pense, dans le secteur Buckingham. Les gens sont allés en grand nombre pour vous parler, pour vous présenter là, leurs préoccupations. Je sais qu'il y a même des gens qui vous ont présenté des scénarios où ça va être presque le double de temps. En fait, 30 minutes de plus pour se rendre dans le secteur, dans le coin d'Ottawa. Est-ce que la STO entend ces préoccupations-là et de quelle façon on peut réagir? En fait, comme vous le dites, effectivement, on est en mode écoute présentement. La semaine dernière, il y a eu 3 séances d'information, dont une pour le secteur ici qui a eu lieu jeudi. On a eu plus de 130 personnes aux rencontres, donc vraiment un objectif atteint, c'est ce qu'on voulait, rencontrer le plus grand nombre de personnes pour s'assurer que les gens, dans un premier temps, ont bien compris la proposition de service qui est présentée et dans un deuxième temps, évidemment, répondre aux questions, voir des scénarios pour chacune des personnes présentes.
Alors, effectivement, on est en mode écoute. Les gens peuvent également se rendre sur le site Libre au quotidien, formuler leurs commentaires, tant par rapport à un trajet, un commentaire d'ordre général, et puis par la suite, on analyse tous les commentaires. Les principes de base du Rapibus, évidemment, restent, le corridor exclusif, tout ça. Toutefois, il y a une marge de manœuvre, il y a une possibilité de faire des ajustements pour les réseaux qui sont plus locaux, donc pour les différents secteurs qui sont touchés par les changements qu'on propose. Pour les gens aussi de Buckingham, une des particularités dans la ville de Gatineau, c'est que, je n'ai pas la proportion exacte, mais je pense que c'est près de 60 de la population qui travaille, qui habite et qui travaille dans le secteur Buckingham. Et on sait que l'offre de transport en commun pour se promener à l'intérieur du secteur n'est pas vraiment disponible. En terminant en quelques secondes, est-ce que c'est prévu que plus d'autobus commencent à circuler dans des circuits locaux à Buckingham? Effectivement, l'offre de service est bonifiée pour le secteur et on offre également, avec l'arrivée du Rapibus, plus de voyages les fins de semaine. Donc, je pense que les gens vont être mieux servis justement pour voyager, soit en dehors des heures de pointe, par exemple les fins de semaine, mais aussi à l'intérieur du territoire. Madame Leclerc, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré et on va suivre l'arrivée du Rapibus avec très grand intérêt. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, bonjour. Cette semaine, à la chronique communautaire, je m'en vais rencontrer une directrice d'un organisme communautaire, vraiment, depuis 20 ans, qui existe dans le secteur de Buckingham. C'est Chantal Courchaine, de la Maison de la Famille. Allô, Chantal? Bonjour, Sylvie. Alors, écoute, ça fait 20 ans et encore cette année, il fait un petit peu froid, là. Donc, on pense à des activités de la Maison de la Famille que vous faites depuis fort longtemps. Ah oui, effectivement, ça va être bientôt les inscriptions pour les paniers de Noël. En primeur, aujourd'hui, je vais dévoiler les dates des inscriptions. Fait que dans le fond, les inscriptions commencent le 5 novembre, soit un lundi, et les inscriptions vont se terminer le 13 décembre. Les heures, c'est de 9 h à midi et de 1 h 30 à 4 h. Veuillez noter que les inscriptions, c'est du lundi au jeudi et aucune inscription va être faite le vendredi, justement pour pouvoir compléter les données et ramasser les dossiers. C'est pour les personnes seules ou les familles ou tout le monde, là? C'est tout le monde. Les inscriptions se font ici pour les personnes seules et les familles. Parfait. Est-ce qu'on a besoin d'apporter un document en particulier? Dans le fond, les preuves de revenus, les gens qui sont bénéficiaires de l'aide sociale peuvent apporter leur petite carte médicament qu'on appelle, ainsi que les montants des allocations familiales, que ce soit celui du premier et celui du 20. Puis les personnes seules, tu sais, avoir en mémoire, dans le fond, le coût du loyer, le coût du téléphone, l'électricité, ces choses-là. Les dépenses courantes, finalement. Et bon an, mal an, là, vous avez combien de paniers de Noël là, chaque année? Bien, on frôle sûrement les 300 quelques demandes par année. Alors, c'est un bon service pour les familles en besoin. Vous avez une autre activité également, juste avant les paniers de Noël, hein, pour profiter un petit peu de l'événement d'une fête. Là, vous avez un souper spaghetti. Oui, effectivement, Matériaux Bonhomme ainsi que les Chevaliers de Colomb ont uni leurs efforts, encore une fois cette année, pour la deuxième année, dans le fond. Ce qu'ils font, ils font un souper spaghetti le samedi 3 novembre. Le souper est gratuit. Les gens soupent en famille, il va y avoir une orchestre et tout ça. Et ils laissent une contribution volontaire et les sous amassés vont permettre d'acheter des habits de neige, des bottes pour tenir les enfants au chaud. Donc, les gens qui viennent s'inscrire au panier de Noël qui ont des enfants, une fois l'inscription complétée, vont pouvoir aller magasiner à la Maison de la Famille pour choisir un costume de neige. Puis évidemment, il faut aussi mentionner la contribution du Tigre géant de Buckingham qui, à chaque année, nous redonne au fil des saisons le surplus qu'ils ont. Et nous, pendant la période des paniers de Noël, on fait un genre de kiosque en haut, puis les gens peuvent aller chercher des choses, que ce soit des vêtements, des objets, tout ça. Fait que c'est aussi une très belle collaboration. Donc, Chevalier de Colomb, Matériaux Bonhomme, Club Lion et Tigre géant durant la période de Noël, c'est des gens qui sont très appréciés de la part de la communauté. Parfait. Merci beaucoup, Chantal, pour toutes ces activités pour les familles de notre communauté. Alors, c'était Chantal Courchaine qui expliquait justement toutes les activités qui sont prévues d'ici Noël. Alors, d'ici là, moi, je vous rejoins la semaine prochaine. Au revoir.
Alors, comme à tous les jeudis, on retrouve notre gars des sports, François Croteau. Évidemment, François, on va commencer avec les Tigres, nos juvéniles là, qui vont amorcer leurs séries éliminatoires dès samedi. Belle saison pour les Tigres cette année. Ah ouais, effectivement, ils ont consolidé leur première place là, grâce à une victoire de 12-7 la fin de semaine dernière contre les Rabières, justement l'équipe qui vont s'affronter là, dans les séries éliminatoires en première ronde. Une victoire de 12-7, Maxime Laniel qui a eu son gros mot à dire dans cette victoire-là, il a inscrit les 2 touchés. Il faut dire, par exemple, qu'à la fin de la partie, là, tout le monde était dans ses petits souliers parce qu'on a échappé le ballon là, à la ligne de 10 de l'Érablière. Et l'Érablière a traversé le terrain pour se faire arrêter à la ligne de 1 en commettant, elle aussi, un échappé. Donc, ça augure bien, ça devrait être toute une partie samedi, ici même au terrain de l'école secondaire Hormidas-Gamelin, compté de 13h30, parce que ce sont les 2 mêmes équipes qui vont s'affronter, donc les Tigres qui joueront contre les représentants de l'Érablière. Alors, le terrain, bien là, ça va être, c'est le point d'interrogation. On sait qu'on annonce encore beaucoup de pluie vendredi, donc samedi, il va falloir là, que l'attaque au sol fonctionne. Puis peut-être un petit jeu piège là, de temps en temps avec la passe. Mais de toute façon, on ne peut pas reprocher grand-chose à la défensive. 7 points à leurs 3 derniers matchs, donc belle défensive. Effectivement. Mais le calendrier des juvéniles qui est terminé, les cadets qui continuent de leur côté là, dans leur saison régulière. Oui, bien, ils vont affronter là, les représentants de Pontiac et, dépendant de l'issue de la partie, ils peuvent améliorer leur position au classement. On sait que c'est très serré là, entre les 3 premières équipes. Là, les positions 1, 2, 3 dans la Ligue cadet. Alors, contre qui ils vont jouer là, en éliminatoire, on verra. Mais ça va être sans doute là, très serré. Puis, on ne sait pas là, qu'est-ce qui pourrait arriver là, dans ces séries-là. Ça va être très serré entre les 3 équipes de tête. Alors, on va suivre ça de près. On parle maintenant de hockey. Les Mustangs qui participaient en fin de semaine dernière à la classique automnale, si on veut bien parler français, ou le Fall Classic. Comment ça s'est passé pour les Mustangs? Bien, disons que ça a été une fin de semaine plus tranquille. Les succès ont quand même été un peu mitigés. C'est-à-dire qu'on ressort, oui, avec 2 points, c'est une possibilité de 4, mais c'est une défaite de 3-2 samedi enlevé de rideau contre les représentants de Winchester, une défaite en surtemps. Et la partie du dimanche, ça s'est soldé par un verdict nul de 1-1. Donc, l'attaque un peu en panne. On comprend qu'on a beaucoup de blessés, là, mais il va falloir être un petit peu plus efficace sur nos patins parce que vendredi soir, ce sont les représentants d'Ottawa South qui s'en viennent ici, les Canadiens. Et eux, ils ont connu une fin de semaine du tonnerre. Ils ont remporté leur match, là, leurs 2 parties par des pointages là, élevés, sans équivoque. Ils sont présentement 2e avec une fiche de 7 victoires et 3 défaites. Oui, les Mustangs sont toujours premiers, mais si on compte le différentiel de parties, ils pourraient rejoindre les Mustangs à partie égale là, au premier rang. Donc, le match de vendredi soir devrait être très intense et très haut en performance. D'où l'importance du 6e joueur là, ici. Tant que le 6e joueur sait se comporter, on sait qu'il y a eu un petit peu de dérapage. Oui, on aime considérer ça comme un incident isolé. Voilà. Le rallye Rose des Sables qui se déroule actuellement du côté du Maroc et on a des représentants de la région de l'Outaouais qui, somme toute, vont très bien. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Écoutez, je les nomme rapidement. Là. Il y a Suzy Da Silva, Sophie Turmel, Sophie Boucher-Hubert, Isabelle Thom, Mélissa Aubin, Lucie Desrochers, Manon Rousseau, Myriam Dessureau et Catherine Bouchard. Alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est exactement la Rose des Sables, c'est un rallye, c'est une course, ça se fait au Maroc, dans le désert, surtout dans le désert. C'est du 11 au 21 octobre. Alors, ça se fait à bord soit d'un 4x4, d'un buggy, un dune buggy, d'un véhicule à 4 roues motrices ou d'une moto. L'objectif, c'est pas d'aller le plus vite, mais c'est de rallier l'étape du jour à l'aide d'une carte ou d'une boussole. Puis on sait que dans le désert, là, les points de repère, là, en plus que dans le sable, des fois, il y a des trappes, on respire, etc., etc. Alors, la notion de vitesse, naturellement, n'est pas retenue. Le classement est basé sur l'orientation dans le désert et le franchissement des fameuses dunes, parce que ça, c'est pas évident. Et je souligne quand même que
Les Castors du désert de Lucie Desrochers et de Manon Rousseau sont présentement 19e. Et il y a plusieurs équipes là, qui Ah oui, participent. c'est alors, intéressant. Félicitations. Oui. Il y a quelques semaines, François, vous nous avez parlé d'un sport un petit peu inusité. On parlait de pole fitness. On avait des représentants de l'Outaouais qui s'en allaient à Vancouver pour représenter l'Ontario, si je ne m'abuse. Est-ce que vous avez des résultats pour nous? Oui, effectivement. José Leblanc et Sylviane Poulain, en catégorie double, se sont classés 3e à Vancouver. Donc, c'est une excellente performance. On sait qu'eux, ils débutent, là, ça fait à peine 2 ans là, qu'ils pratiquent cette discipline. Donc, excellent résultat et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. On parle maintenant soccer. On sait que le FC Outaouais est à la recherche actuellement d'un entraîneur et il semblerait là, que les candidatures viennent sensiblement d'un même endroit. Oui, bien, soyez pas surpris là, si le premier entraîneur-chef, justement, provient de l'Europe, parce que les 2 tiers des candidatures reçues à date proviennent là, justement de l'Europe. Il faut comprendre qu'il y a quand même, étant donné que c'est un club semi-professionnel, il y a des exigences au niveau de la qualification des entraîneurs. Il y en a beaucoup au Canada qui répondent à ce niveau-là. Il y en a quelques-uns qui ont soumis leur candidature, mais ça va venir surtout de l'Europe. Alors, écoutez, on leur souhaite bonne chance et puis ça sera avoir un coach européen ici à Gatineau. Et voilà, bienvenue à ce coach-là dans le futur, dans notre belle région. Badminton maintenant, un jeune du secteur Elmer, Félix de Blois-Bocage, qui est en train de faire une première là, pour un... Oui, c'est la première fois qu'on va avoir un athlète là, qui va se présenter, qui va représenter le Canada au championnat junior, au championnat mondial junior. Alors, naturellement, ça va se dérouler au Japon du 25 octobre au 3 novembre. Félix, lui, il a gagné les Jeux du Québec, il a gagné la troupe couronne en simple, double et mixte, il a gagné à Calgary. Alors, on lui souhaite bonne chance. Bonne chance, effectivement, Félix. Maintenant, écoutez, vous avez un livre et c'est assez rare qu'on vous voit avec un livre pour la chronique, mais vous voulez nous parler de persévérance dans les sports. C'est un article, justement, dans la chronique de Marc Brossard du Droit qui, justement, parlait de ce livre-là. Et moi, ça m'a accroché. Je suis allé acheter le livre, justement. Je l'ai lu, je l'ai feuilleté parce que je ne l'ai pas lu encore. Ça se lit très bien. Ça parle de la performance des enfants vis-à-vis des attentes des parents. Comment est-ce qu'on peut interagir avec l'école, les entraîneurs et toute la pression là, qui entoure les compétitions. Est-ce qu'on peut voir le livre, François, pour les gens qui... Certainement, aussi. Et puis, écoutez, je vous donne 2 phrases clés là, que j'ai relevées. Votre rêve ou le sien. Et il y a quelqu'un qui a dit que le modèle sportif, présentement implanté au Québec, mène tout droit au décrochage. Et j'imagine qu'avec un livre comme celui-là, ça doit être des universitaires qui ont fait de grandes recherches qui nous présentent ce livre-là? En première idée, on pourrait penser à ça, mais c'est parce que ça vient de Séverine Tamborero, qui est entraîneur de tennis de niveau 4, elle est conférencière, animatrice pro tennis. Elle fait des conférences, là. Elle est impliquée aussi au niveau de la Coupe Rogers à Montréal. Et il y a Christiane Despatie. Si le nom vous sonne, là, c'est la mère d'Alexandre Despatie. Je pense qu'il y a quelqu'un au Québec qui sait de quoi elle parle au niveau de la pression et de la performance. Ça se lit très bien, c'est 150 pages. Et écoutez, moi, je pense que tout le monde devrait lire ça. Bonne lecture, surtout aux parents là, qui ont des enfants qui sont dans les sports. Absolument. Merci beaucoup, François. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir si vous avez manqué la longue saga de Buckingham à 20h sur nos ondes. Reprise de cette émission-là. On parle de notre histoire. Très intéressant. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, bonne fin de soirée.